de gens souvent anonymes, voire certains, c'est même pas des gens, c'est des robots payés par des organisations. Donc c'est vrai, ça pose vraiment un gros problème. Louis est juriste. Bonjour Louis. Ah bah voilà. Bonjour. Bienvenue Louis, juriste à Paris. Qu'est-ce que vous en dites les conséquences de cette affaire Bayou, pardon. Bayou. Écoutez, je trouve ça absolument scandaleux, mais je voudrais dire un mot parce que j'étais un peu choqué, mais vous allez peut-être me couper comme l'auditeur précédent. Tout à l'heure, vous l'avez coupé parce qu'il a commencé à parler de Barbara Lefebvre. Alors, je vais vous dire, je suis extrêmement choqué de cette censure que vous mettez en place. Je suis un auditeur de longue date des grandes gueules. D'ailleurs, je dois vous dire que je ne m'appelle pas Louis, je m'appelle Rachid, je suis avocat. Je m'appelle Rachid Madid, avocat au barreau de Paris. Et par ailleurs, je dois vous dire que j'ai appelé tout à l'heure sous mon vrai nom, et que vous ne m'avez pas rappelé. Je trouve ça un peu curieux. Je m'appelle désormais Louis, je passe à l'antenne, c'est formidable. C'est une dinguerie, wesh. Les gars, le niveau de racisme qu'on a en France... Le niveau de racisme. Ils ont raccroché le téléphone parce que le mec s'appelait Rachid. Il a dû modifier son prénom pour dire « Je m'appelle Louis, les gars, je suis bien français. Je m'appelle pas Papsan, je m'appelle Louis, mon gars. » Et on l'a reçu au téléphone. Vraiment, c'est n'importe quoi. Hein. Vraiment, je suis choqué. Hein. D'ailleurs, les mecs, j'ai jamais écouté les paroles de Barbara Lefebvre. Hein. À ce qui paraît, elle devait se faire virer par RMC. Mais j'ai jamais écouté ses paroles. Attendez, je vais écouter vite fait. J'ai vu que la vidéo était virale. Ah, il y a un syndicat. Oula, c'est parti loin, wesh. Syndicat de journalisme de RMC, blablabla. Attendez, je vais écouter les paroles. Ah, c'est là. Ah, ça dure que 47 secondes. Attendez, je vais écouter. La plupart des kidnappés ont été kidnappés par des civils et que Chiri, Kfir et Ariel ont été kidnappés par des civils. Oui. Les civils à Gaza sont autant responsables que les membres du Hamas et du djihad islamique. Tout cela devra à un moment ou à un autre être payé et être payé au prix fort. Et donc effectivement, on ne peut que soutenir le plan Trump et décider une bonne fois pour toutes que la bande de Gaza doit devenir une zone vierge. Il faut que ces gens-là aillent vivre ailleurs, qu'une génération entière puisse aller se ressourcer mentalement dans d'autres univers, mais certainement pas à côté des Israéliens, à côté des Juifs, qu'ils veulent de toute façon éradiquer, exterminer. C'est terminé ce temps-là. Ce temps est terminé. Il faut récupérer tous les otages et une fois que tous les otages seront récupérés, il faut vider la bande de Gaza. Kani Rose. Ouais. Les gars, dites-vous que Anas a été viré des grandes gueules. Anas Kazi, bon, donc révolutionnaire, on connaît bien, qu'on avait déjà reçu sur mes streams. Anas a été viré des grandes gueules parce qu'il avait participé à une manifestation organisée par des syndicats. Il a été viré des grandes gueules pour ça. Mais elle, qui fait l'apologie, non, extermination des Palestiniens, déportation et tout, elle reste dans les grandes gueules normales. Tout va bien, genre, tout va bien. Non, les gars, rendez-vous compte de l'époque. Rendez-vous compte de l'époque dans laquelle on vit, les mecs. Ah là là là, toute notre télévision est corrompue, les mecs. Mais ouais. Karine Le Marchand. Alors, c'est vrai que je reconnais, franchement, c'est vrai qu'on a tenu dans l'émission TPMP, bien entendu, des propos parfois et souvent injustifiés, même injustifiés à l'égard de Karine. Des informations fausses ont été diffusées à son encontre. Je sais... Et je suis conscient qu'on a pu lui faire du mal. J'ai lu ses interviews, j'ai vu que même, voilà, ça a eu un impact sur... Par contre, il ne va jamais s'excuser pour Louis Boyard et tout le harcèlement qu'il a envoyé. Hein. Sa famille, et donc des fausses informations ont été diffusées à son encontre. Comme je sais qu'on a pu lui faire du mal, c'est que moi, je bien vanner, mais quand on fait énormément de mal comme ça, ça me pose un problème. Donc c'est vrai que, voilà... Je présente mes excuses concernant ces trucs-là. J'ai vu qu'elle avait fait beaucoup d'interviews, que ça l'a peiné énormément. Et dans un souci d'apaisement sur le long terme, bien entendu, je ne parlerai plus d'elle, que ce soit sur une autre chaîne, sachez-le, ou que je rejoigne le groupe M6. Pour l'instant, sachez-le, voilà, on ne sait pas ce qu'on va faire. Mais Karine et moi, c'est vrai qu'on était très très potes. Sachez que je la connaissais même avant. Frérot, c'est toi qui es mauvais, gros. C'est toi qui es mauvais. Ouais, Cyril Hanouna s'est excusé. J'en reviens pas, les mecs. J'en reviens pas. Ah, ça lui fait mal de s'excuser. Hein. On dirait que son ego a été touché, les gars. La télé, elle aussi. Et on était vraiment très proches tous les deux. Oh, le seumar qu'il a. Voilà, donc c'est tellement hypocrite, les gars. Je parlais d'Arthur il y a une semaine.
Et c'est vrai que même Arthur, c'est vrai que tous les deux, ça a été... Mais tu vois, Arthur, c'est pareil, les mecs. Cyril Hanouna, ça a toujours été le mec qui fait le départ de feu. Genre, qui t'a envoyé insulter Karine Le Marchand? Fais ton travail, ma gueule. Qui t'a envoyé à insulter Arthur? Fais ton travail, ma gueule. Je comprends pas, frère. Une guerre à un Pourquoi moment. être mauvais et comme ça? On se rend compte que la télé, c'est que de la télé. Pourquoi? Et quand on voit voilà, ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est vrai que voilà, je me dis, voilà, même Arthur, on est redevenu très potes, vous le savez. Voilà, il l'a dit lui-même. Et voilà, donc c'est vrai qu'on a... Parfois, c'est vrai qu'ils l'ont mal vécu. Voilà, autant il y a des gens comme Michel Simès, voilà, qui est arrogant, etc. Voilà, je ne le dirai pas. Voilà, il y en a d'autres aussi, mais voilà. Et puis, si on doit aller dans le groupe, autant que ça se passe bien, parce que je m'entends bien avec tous les autres animateurs du groupe, voilà. Et c'est vrai que voilà, elle est indispensable à l'amour et dans le pré, je pense. Voilà, et on en passe des misages toutes les semaines. Et si on ne va pas dans le groupe, ce qui est tout à fait possible, je vous le dis, voilà, j'espère qu'elle viendra en invité, en tout cas dans notre nouvelle émission, dans le groupe Canal+. On l'invitera en tout cas sur... Attendez, hop là. Les journalistes commencent à se dire que ça devient compliqué. Thomas Soto, on voit qu'il était un petit peu gêné sur la séquence, regardez. Ce que nous avons fait, nous, en Algérie, vous savez, chaque année en France, on commémore ce qui s'est passé au Radour-sur-Glane. C'est-à-dire le massacre... Vous comparez ça? Le massacre de tout un village. Mais on en a fait des centaines, nous, en Algérie. Est-ce qu'on en a conscience? Donc, il faut dissocier les dossiers. Terrorisme en Algérie. Mais si nous avons une difficulté à avoir des relations Jean-Michel, saines... on n'a pas fait au Radour-sur-Glane en Algérie. On a mis des gens, on a mis des femmes et des enfants dans une église, on a mis le feu. de la conquête vous en vous rendez compte Algérie. ce que vous dites? Vous connaissez les détails de la conquête en Algérie? On s'est comporté comme des nazis. Combien de villages ont été massacrés? Mais des femmes? Jean-Michel, on s'est comporté comme des nazis en Algérie? Mais les nazis n'existaient pas. On ne s'est pas comporté comme des nazis. Les nazis se sont comportés comme nous l'avons fait en Algérie. Très grave. Quand on sait ce qui s'est passé à Oradour-sur-Glane. Il parle des massacres, oui les gars, il parle des massacres. Oui, j'avoue que notre passé n'est pas glorieux, les mecs. Voilà, notre passé n'est pas glorieux, ce qu'on a fait aux Algériens et tout, c'est pas très glorieux. Après, je me demande quel intérêt à la télévision ou à la radio de faire cette comparaison. Genre, qu'est-ce que Jean-Michel Apathy cherche comme but? C'est quoi l'objectif? Vous voyez ce que je veux dire, le chat? Moi, je veux bien que je veux bien qu'il fasse un coup d'éclat. Je veux bien, il n'y a pas de problème. Je ne veux pas sous-estimer ce qu'a fait la France en Algérie. Je ne veux pas le sous-estimer. Mais quel intérêt d'apporter ce genre de comparaison maintenant à la télévision? Je comprends pas. Et pourquoi pas? Non, il n'y a pas de pourquoi pas, les mecs. Quel est l'intérêt de Jean-Michel Apathy, pardon. Moi, je veux savoir quel est l'objectif, en tant que Français, de dire ça à la télévision devant des millions de téléspectateurs. Je ne comprends pas l'intérêt. Quel intérêt de le renier? Je ne parle pas de reniement, les mecs. Je veux savoir c'est quoi l'objectif derrière Jean-Michel Apathy. Son objectif. Quel est l'intérêt? D'ailleurs, on va écouter un peu TPMP. Non, parce que vas-y, moi, le Jean-Michel Apathy, je me méfie un peu de ce personnage qui fracasse la France Insoumise, qui fracasse Mélenchon, qui suce un peu Glucksmann. Genre, moi, ce personnage-là, il est assez... Je suis perplexe. Je suis perplexe de Jean-Michel Apathy, les mecs. Je suis perplexe. On peut le rappeler d'ailleurs hein, pour les téléspectateurs qui nous rejoignent, parce que c'est vrai que c'est de l'histoire. C'est un village. Oradour-sur-Glane, on en a parlé encore tout à l'heure à Valérie Ménaïm, qui a été décimé et ils ont mis tous les habitants dans une église. Femmes, enfants. Et un massacre organisé. Ils sont massacrés, exécutés. Ils ont brûlé. Donc exactement, et quand on entend ça, pour résumer succinctement, mais c'est un massacre, c'est un des plus grands massacres de l'histoire. Oui. Voilà. Et quand vous entendez ça, vous dites que Jean-Michel Apathy, franchement, à un moment, c'est plus possible. Il faut qu'il se ressaisisse, hein, Gilles. Comparer la barbarie nazie avec les exactions françaises qui ont existé en Algérie, oui, il y a eu des massacres, mais c'est impossible. Déjà, les comparaisons historiques, ça n'a pas de sens. Mais celle-là, elle est hallucinante, quoi. Les nazis ont voulu éradiquer les juifs de la terre. Rappelons-le, les Français se sont extrêmement mal comportés en Algérie. Mais c'est impossible de faire la moindre comparaison. C'est du délire total. Ça n'a pas de sens humain, ça n'a pas de sens historique, ça n'a pas de sens journalistique. C'est plus qu'un dérapage, c'est une faute. Alors, je ne sais pas comment les dirigeants de la chaîne de la radio vont réagir. Je ne sais pas si l'Arcom va se saisir. Alors, comme Thomas Soto a bien réagi, mais je pense que l'Arcom va réagir. Après, je veux dire bravo à Florence Portelli, que j'aime beaucoup. Sans nécessairement faire la publicité, et je ne le ferai pas sous la pression des médias en particulier ou sous la pression des déclarations des uns et des autres. Sous la pression de Bruno Retailleau, parce que l'argument de Bruno Retailleau est de dire ça fait des années qu'on est gentil
dit-il. Bah là, il est temps d'aller au rapport de force et d'y aller plus fort, parce que c'est plus efficace. Comme je vous l'ai dit, en matière de diplomatie, nous avons toute une palette. Il le veut, ce rapport de force. Certains plus durs que d'autres. Et ça n'est pas toujours avec les outils les plus durs qu'on obtient des résultats. D'ailleurs, on a pu le mesurer par le passé, puisque lorsqu'on a durci le ton avec l'Algérie, on a fait baisser le nombre d'expulsions. Moi, mon objectif, c'est d'expulser plus d'Algériens en situation irrégulière, pas d'en expulser moins. Mais je retiens ce message, en tout cas ce soir, Jean-Noël Barrot. Si d'aventure, il n'y a pas de collaboration, et si donc Alger n'accepte pas de délivrer davantage de laissez-passer consulaires, vous ouvrez la porte au fait de mettre en place davantage de mesures. Puisque nous en avons déjà prises. J'ai deux petites questions pour terminer. La première, pourquoi ne pas aller à Alger? Vous êtes ministre des Affaires étrangères, vous avez coutume parfois d'aller plus ou moins discrètement dans les endroits où il y a des sujets à régler. Pourquoi ne pas y aller? J'ai échangé récemment avec mon homologue algérien et je lui ai indiqué ce qu'étaient nos attentes et ce que nous attendions avant que, effectivement, la discussion puisse reprendre, en lui faisant part de ma volonté de ce que les sujets puissent avancer, et en lui redisant que j'étais prêt à me rendre à Alger si ça permettait de débloquer un certain nombre de situations. Et une dernière question cette fois, à votre place dimanche soir, Dominique de Villepin, l'ancien Premier ministre, vous avez vu, tant mieux, vous regardez les bonnes chaînes, à qui j'ai posé la question suivante, est-ce que l'Algérie est une dictature? Et il n'a pas voulu répondre. Donc je vous repose cette question, est-ce que selon vous, vous évoquiez la détention de Boualem Sansal, est-ce que l'Algérie est une dictature? Je vous ai déjà répondu, mais vous voyez, je l'ai fait d'une manière qui me permet d'assurer les intérêts des Français. Je vous ai dit, quoi qu'on pense du régime algérien, on doit garder les yeux rivés sur la sécurité et les intérêts des Français. Si je me lance dans une escalade verbale contre l'Algérie, eh bien, je mets en suspens le sort de Boualem Sansal. J'entrave notre capacité à... N'empêche, on a eu les couilles de le dire en Russie, enfin contre les Russes, les mecs. On a dit que la Russie est une dictature, etc. Mais contre l'Algérie, on prend les pincettes. Après, les gars, j'ai une théorie. Je pense que les Français, je pense que ces mecs-là, ces personnalités politiques, auraient dit que l'Algérie est une dictature. Ils l'auraient peut-être dit si Boualem Sansal n'était pas retenu par l'Algérie. C'est ma théorie, les mecs. Peut-être que je me trompe, mais voilà. Expulser les Algériens en situation irrégulière. Donc ne comptez pas sur moi. Donc vous faites jouer ce il tombe pas dans le piège. Il tombe pas dans le piège. Dominique de Villepin était un grand ministre des Affaires étrangères. Un tout dernier mot sur les conditions la santé de Boualem Sansal. Ça fait plus de 3 mois qu'il est incarcéré, il a 80 ans, il est malade. Est-ce que vous avez des nouvelles de son état de santé? Des nouvelles très régulières, puisque notre ambassade sur place en prend régulièrement auprès de sa famille et de son avocat. Je suis préoccupé par les conditions de sa détention et préoccupé par sa santé, évidemment. Merci beaucoup, Jean-Noël Barrot, ministre des Affaires étrangères, d'être RL et Philippe Fontalba. Tard le soir et même au petit matin, ce sont les derniers commerces ouverts la nuit à Marseille. Mais dans un mois, ces épiceries devront fermer dès 22 h. Une mauvaise nouvelle pour cette enseigne, entourée de bars et d'une discothèque. Mais pourquoi ils font ça, les mecs? En Corée du Sud, t'as des épiceries ouvertes presque 24 h sur 24. Aux États-Unis, pareil. Au Japon, pareil. En Chine, pareil. Je trouve ça ridicule. Pourquoi ils font ça? C'est la nuit qu'elle fait l'essentiel de son chiffre d'affaires. Pourquoi? Son gérant souhaite rester anonyme. Même pas 50 € là. Je vends rien la journée. Tout mon travail, c'est la nuit. S'ils me disent de fermer 22 h ou de fermer... c'est comme s'ils me demandent de fermer le magasin complètement. Moi, j'ai des enfants. Alors si on ferme demain, on va faire comment? Pour les clients trop bien. C'est l'incompréhension. Moi, par exemple, je viens là, je sais pas, genre 4-5 fois par semaine. Moi, je fais de la restauration. Quand je sors du travail, il y a tous les magasins qui sont fermés. S'il n'y a pas d'épicerie, je peux même pas acheter un petit truc à manger. Je pense qu'il faut les soutenir parce qu'ils se donnent beaucoup de mal pour rendre service, toujours ce service de proximité à la population. Bah ouais, service de proximité. Et en plus, c'est des mecs qui travaillent la nuit, ouais. Ils se sacrifient pour nous. C'est une dinguerie, genre. Les SDF, ils squattent devant et font des problèmes d'ofla à skip d'après les préfets. Attends, mais il y aura la justification, je pense. Nous, en tout cas, qui travaillons à côté... Pourquoi ils font ça? Il n'y a pas de débordement ou quoi que ce soit. Il y a bien un argument, les mecs, quand même. De faire ça. Les voisins de ces commerces rencontrés en plein jour ne partagent pas du tout cette opinion.
Des fois, il y a des rassemblements de jeunes, ce sont des scooters, ce sont des jeunes qui parlent fort. À l'heure actuelle, j'ai ma chambre qui donne dans la rue, là, parfois ça réveille. Les nuisances que vous rencontrez? Essentiellement l'odeur en fait du cannabis. Ce qui est reproché à ces enseignes, c'est aussi la vente de produits illicites. Il y a quelques semaines, nous nous étions procuré du protoxyde d'azote dans l'une d'entre elles. Est-ce que tu vends des bonbonnes? Putain, après voilà, ça se comprend. Bah, voilà, il y a des connards qui vont payer, enfin qui font des trucs illégaux les mecs, et du coup c'est les autres épiceries de nuit qui vont payer les pots cassés quoi. À l'origine de cette interdiction, la préfecture de police, une quarantaine de boutiques du centre-ville devra fermer entre 22h et 6h du matin. Une mesure à l'essai pendant un mois. On a ciblé des endroits où on avait des troubles. On a constaté à Marseille que certains commerces étaient utilisés pour commettre des délits, pour faire du blanchiment. Donc on va tester le dispositif et je n'exclus pas, en fonction des résultats, de manière très concrète, de l'étendre là où ça sera nécessaire. À plus d'une centaine de kilomètres Montpellier, en 2021, la mairie voulait également interdire l'ouverture des épiceries la nuit. Une mesure annulée par le tribunal administratif. Le tribunal a autorisé l'ouverture quelques jours par semaine, mais seulement durant les vacances scolaires. C'est surtout l'été qui est pénalisant. On est obligé de fermer à 22h l'été, pendant 4 mois. Ouais, je suis un frérot, 3 € la canette, c'est pas... C'est cher ça. 3 € la canette, c'est quoi ce bordel? On est où là? Il y a tous les touristes, tous les Parisiens qui descendent. J'ai dû faire arrêter un salarié parce que je m'en sortais pas. Je pouvais pas payer quelqu'un pour travailler 2 jours dans la semaine. Mais les habitants sont... Ah, c'est les tarifs de nuit. Du bruit, du trafic, les mobylettes, les rodéos, les gens qui sont un peu sous. Ça déplace peut-être le problème de fermer les épiceries, où on pourra moins les surveiller. Ailleurs en France, de nombreuses villes ont pris des mesures similaires. La ville de Niort a même décidé de prolonger l'interdiction